Elevator, the podcast. Bienvenue dans Elevator, le podcast. Aujourd'hui, je suis avec Alice de Tollenaer. Bonjour Alice. Bonjour. Tout à l'heure, une de mes collaboratrices m'a dit quelque chose qui, en fait, finalement, je pense qu'est la meilleure présentation pour toi. Une ode au courage et à la vie. Tu as beaucoup de casquettes. Tu es présentatrice de ton émission Derrière le miroir. Je ne sais pas si on peut dire activiste. Ouais. Ouais, pour la prévention et l'ouverture et la libération de la parole sur tout ce qui touche le cancer du sein. J'aimerais aujourd'hui que tu nous parles d'un moment de bascule, même si tu en as eu plusieurs, mais aujourd'hui, après conversation, on a parlé d'un plus précisément. Je te laisse nous raconter ton histoire. Merci beaucoup. Déjà, merci pour ton invitation. Et franchement, bravo pour tous les projets que tu entreprends. Parce que tu sais, moi, je suis présentatrice, on en parlait tout à l'heure. C'est pas un métier facile et tu m'impressionnes parce que là, tu viens de faire beaucoup de compliments sur ma personne. Mais bravo, quoi. Enfin, c'est super, quoi. Merci Donc, beaucoup. Écoute, oui, effectivement. Donc, moi, je suis très engagée autour de la prévention au cancer du sein. Et c'est vrai que c'est un endroit où on m'attend souvent quand j'ai une prise de parole. Et aujourd'hui, j'avais envie de te parler de quelque chose que j'ai jamais abordé en public. Et pourtant, c'est un moment qui est universel et qui a été vraiment un point de bascule puisque c'est le thème d'aujourd'hui. Et bien sûr, on va revenir au cancer du sein un petit peu plus loin. J'ai envie de te parler de cette première fois où j'ai vraiment dit non. Le fait de refuser quelque chose, de vraiment refuser, c'est pas facile parce que, particulièrement nous les femmes, on a souvent tendance à vouloir dire oui. Hem Et pourtant, je trouve que c'est quelque chose qui peut vraiment nous desservir. Je vais t'expliquer, tout simplement. Moi, je suis née dans un village de 300 habitants, en Bourgogne, voilà, dans la campagne, une famille, beaucoup de femmes, où on avait beaucoup d'entraide, beaucoup de gentillesse. Donc on se disait beaucoup «oui», parce qu'on m'avait tout simplement appris à être gentille. Et j'avais des rêves, j'étais la cadette de ma famille et j'étais pas forcément j'ai pas trop misé sur l'école, hein, pour être tout à fait honnête. Et c'est vrai que, comme j'étais portée par, mes sœurs, mes cousines, elles me disaient: «Ah mais Alice, tu jolie, tu devrais être mannequin». Et j'avais vraiment des rêves et j'ai eu envie de devenir mannequin. J'avais peut-être certainement quelque chose, à me prouver et ça bon, c'est plus de l'ordre psychologique, il faudrait que j'ai un petit peu de recul. Mais en tout cas, j'ai réussi et donc j'ai réussi un petit peu tard par rapport, au milieu de la mode. Donc à 18 ans, j'ai fait mes premiers shootings. À 23 ans, je suis vraiment devenue professionnelle. Ce qui est un petit peu tard, hein, parce qu'il y a des filles qui commencent vraiment dès 14 ans, quoi. Et donc cette histoire m'amène à Hong Kong. Donc je travaille là-bas. En tout, je passerai 7 années là-bas. Et donc j'ai une agence. Et c'est vrai que paradoxalement, ce métier, on pourrait penser qu'il apporte beaucoup de confiance en soi. Et chez moi, c'est plutôt l'inverse. Finalement, je me compare beaucoup aux autres filles tout le temps. Et c'est vrai qu'en même temps, bon, il y a de quoi, hein, parce que quand on arrive sur des castings, voilà, on voit tellement plein de belles femmes. Et c'est vrai que moi, sortie de ma famille où on me disait que j'étais jolie, après, c'est le monde réel, quoi. Et donc, il faut se battre, il faut faire ses armes. Et donc, je manquais clairement de confiance en moi. Je courais beaucoup. J'ai appris à faire de la course à pied toute seule parce que dans ma famille, on n'était pas sportif. Et le premier sport en fait qui me paraissait évident de faire, c'était de la course parce que j'avais une paire de baskets, parce que c'était gratuit, c'était accessible et parce que j'avais trop peur de rentrer dans une salle de sport. Donc c'est vraiment c'est devenu une passion, clairement. Et puis aussi une façon de travailler mon outil de travail, mon corps, quoi. Et donc, je courais beaucoup, beaucoup, beaucoup pour pouvoir en fait être mince, pour pouvoir me sentir bien, pour pouvoir aller au casting. Et c'est vrai que mon agence me disait beaucoup à quel point, bon, oui, mais toi, tu es un petit peu plus vieille que les autres, toi, tu as plus de cuisses que les autres. Donc, c'est vrai que je me sentais pas forcément toujours bien. Et en fait, il y a un jour, moi, voilà, j'avais travaillé mon book parce qu'il m'avait demandé de travailler mon book, donc mon portfolio de mannequin.
J'avais travaillé mon anglais. Je parlais hyper bien anglais, plus tard que les autres, mais je l'ai fait. Je savais travailler. J'étais mince, au plus que que je pouvais l'être. Donc, j'avais toute la panoplie. Et un jour, il y a un super casting qui se déroule à l'agence. Et mon agence ne m'invite pas. Donc, je les appelle et je leur demande pourquoi moi. Enfin, parce que c'est vrai que il faut dire aussi que je me rendais tout le temps disponible pour eux. Ils me demandaient, tiens Alice, il y a besoin d'aller dépanner une paire de chaussures à une autre mannequin à l'autre bout de la ville. J'y allais, quoi. Il y a un casting là dans l'heure, il faut que tu te rendes disponible. J'étais là. Je me rendais tout le temps disponible. Et puis pour plein de petits jobs, moi, en attendant d'avoir le grand job. Et donc, c'est pour ça que je me dis pourquoi moi je suis pas invitée à ce casting. Et donc ils me répondent, mais Alice, t'as pas le niveau. Tu vois bien les filles qui sont appelées sur ce casting, elles, c'est autre chose. Et puis, tu sais, quand on a des petits jobs, ils sont pour toi. On les garde pour toi, ces petits jobs. Donc toi, tu ramasses les miettes, quoi. Exactement. Exactement. En fait, moi, je suis comme toutes ces petites personnes qui attendent les miettes. Mm. Et là, j'ai compris que c'était pas déjà du tout dans leur intérêt de me valoriser, puisque je prenais les jobs, les contrats, tous les petits travaux que les autres filles ne voulaient pas faire. Et puis, en fait, ça les arrangeait, cette situation. Donc, à partir de ce moment-là, je leur ai dit, non. Et ça, c'est terminé. Et en fait, j'ai compris que cette histoire, elle a rien de rocambolesque. Elle est très simple. Mais par la suite, elle m'a aidée à tous les moments de ma vie parce que j'ai trouvé une pièce du puzzle à ma vie. Et c'était une pièce maîtresse. De dire, en fait, c'est pas toi qui vas déterminer ma valeur, c'est moi. Mais sauf que là, je l'avais pas déterminée parce que je disais oui à tout. Et en fait, de dire oui, du coup, tu vaux rien. Tu penses que t'es la meuf fiable parce que t'es tout le temps là. Mais en fait, non, on se dessert à dire oui tout le temps. Et donc, à partir de ce moment-là, alors non seulement ça a fonctionné, on m'appelait, à chaque fois j'étais appelée sur les meilleurs castings, pour les meilleurs jobs et tout ça. En plus, je refusais ceux qui n'étaient pas assez bien, parce que je disais, non, ça c'est pas bien. Mais alors en plus, je me suis rendu compte de quelque chose, et ça vraiment, je me suis fait violence pour y mettre un point d'honneur, parce que c'est pas mon habitude initiale. Mais je me suis rendu compte que si j'avais pas d'exigence en plus de ça, je ne valais rien. Et que si je ne valais pas cher, que si j'augmentais pas mes tarifs et que j'étais pas chère, j'avais pas de crédibilité. Et moi, je venais d'une famille pauvre. Et mes parents, enfin, ils m'ont pas trop aidée. Je veux dire, à 19 ans, j'étais autonome financièrement, quoi. Et quand en fait, je me suis rendu compte de ça, à ce moment-là, tout le monde voulait travailler avec moi. Et donc, en avançant dans la vie, je me suis rendu compte que les femmes qui veulent entreprendre, les femmes qui veulent réaliser des rêves, qui veulent changer de travail, qui veulent demander une augmentation, elles ont beaucoup de mal parce qu'on leur a habitué. On les a habituées à être gentilles, à pas trop, à pas trop dépasser de la case, à pas trop demander de choses. Et c'est une discussion que je me retrouve à avoir tout le temps avec des femmes autour de moi. Et donc à chaque fois, en intimité, je leur explique cette histoire et je leur dis, mais qui a posé ta valeur? Qui a déterminé ce que tu vaux? Personne. Et surtout, pas toi. Donc, fais-le maintenant. Et pour en revenir, tu vois, au mouvement, donc, parce que toi, forcément, tu es très sportive. Moi, aujourd'hui, je cours. Je ne suis pas aussi sportive que toi, mais je cours des marathons, des raids sportifs et tout ça. Tu viens de banaliser le marathon, là. Oui, exactement. On parle quand même de 42 km, mais... T'es très gentille. Mais c'est vrai que c'est quand même de très beaux défis, oui. C'est adorable. Et tu vois, à cette époque-là, je courais beaucoup. Et c'est vrai que le fait de courir autant, je l'avais associé à ma réussite. Donc, c'est-à-dire que plus je courais, plus j'étais mince et normalement, plus je devais travailler et décrocher des castings, quoi.
Et en fait, moi, à cette période-là, quand j'arrivais pas justement en fait, à travailler, ben, je compensais par le fait de courir. Mais à un moment donné, ça n'a pas de sens. Et puis, c'est pas lié de toute façon. Et donc, je suis tombée dans un excès où finalement, comme j'avais tellement faim parce que je courais, j'ai commencé à me faire vomir. Oui. Et donc, pendant des mois, en fait, je parle de troubles du comportement alimentaire parce que, bon, bah, c'est aussi quelque chose que beaucoup de femmes vivent, hein, Alors, sache et de que sportifs. Pardon, je t'ai coupé, Non, excuse-moi. non, non, c'est vrai. Sache que sur les 6 invités que j'ai accueillis jusqu'ici, il y en a 5 qui ont évoqué les troubles alimentaires. Donc, c'est quand même quelque chose qui est assez récurrent avec des profils tous différents, des histoires tous différentes. Oui. Et c'est toujours autant surprenant. Ouais. Et c'est vrai que, bon, on est issu d'une culture qui est très axée sur l'image. Donc, même moi, enfin, tu vois, j'ai travaillé avec mon image, hein, j'ai œuvré pour des stéréotypes. Donc, après, c'est difficile de faire marche arrière aussi. Mais tu vois, le jour où finalement, je me suis apaisée, où en fait, je me suis trouvée, et que ce fameux jour où en fait, où j'ai dit non, où j'ai dit, ben maintenant, ça va se passer comme je le souhaite moi, ben, j'ai dit aussi non aux troubles du comportement alimentaire. Parce que j'ai réussi à m'apaiser, j'ai réussi à m'arrêter, quoi. Et donc, après, je me suis plus fait vomir. Mais j'ai eu quand même une période de 2 ans où C'est quand même long. c'était assez long, quoi. Mais bon, je savais que j'allais m'en sortir, quoi. On parle beaucoup du consentement, mais c'est en rapport avec la sexualité. Mhm. Mais finalement, le consentement aussi, c'est dans la vie de tous les jours. Mm. C'est quand on subit ce genre de situation, en fait, on consent on consent à la situation. Et je pense que c'est effectivement pas faire améliorer les choses, pas faire avancer les choses, de se dire, de faire juste des... Parce que c'est vrai qu'on pense ça. Ça nous conforte de se dire, bon, bah, je reste dans cette situation et puis je vais donner le meilleur de moi-même et puis, puis je prends ce qu'il y a à apprendre et puis j'ose pas trop. Mm. Je veux pas être trop forte, je veux pas être trop compétitrice. Tu sais, c'est comme comme tu l'as très bien dit, c'est universel. Ça touche plein de domaines. Et le fait d'apprendre à dire non, bah, ça met aussi des limites. Et puis ça peut aussi renforcer des choses en nous, comme tu l'as dit, bah, toi, ça t'a apaisé. À ce moment-là, tu disais que avant ça, je dirais, tu n'avais pas trop confiance en toi. Est-ce que dire non, ça t'a redonné aussi, en retrouvant la paix, est-ce que ça t'a redonné confiance? Bah, tu vois, ta question, elle est intéressante. Parce qu'effectivement, tu vois, c'est quand même une prise de risque de dire non, de refuser. Parce que moi, quand j'en parle avec des copines, elles me disent bah, je peux pas dire non à mon patron parce que moi, j'ai 2 enfants à la maison ou j'ai un crédit sur le dos. Moi, c'est sûr, j'avais pas d'enfants à ce moment-là, mais en même temps, j'avais pas non plus de parachute de secours parce que je me débrouillais toute seule financièrement. Mes parents pouvaient pas du tout m'aider, puis ça marchait pas fort encore à ce niveau-là, au niveau de ma carrière. Et donc, effectivement, c'est pas facile d'oser s'imposer. Mais en fait, il faut comprendre que je trouve que toutes les personnes qui se retrouvent dans une situation où elles acceptent des choses qui sont inacceptables, où elles osent pas dire non, eh ben c'est justement la situation, elle est toxique. Les gens profitent de ça. Ils profitent du fait qu'on a besoin des miettes, comme tu l'as dit. Et au bout d'un moment, je les questionne sur est-ce que c'est la réalité ou est-ce que c'est aussi quelque part, mais vraiment avec toute la bienveillance, la gentillesse du monde, des excuses que tu te donnes. Parce que il n'y aura jamais de bon moment pour oser le faire. Et c'est vrai qu'il y a cette peur dans un premier temps, mais comme j'en ai mesuré vite les retours, où je me suis dit, ah ouais, C'est arrivé assez rapidement. ah mais non, mais franchement, je n'ai jamais arrêté depuis de dire non. Pas tout le temps. Enfin, il faut dire oui aussi. Mais imposer ses règles, en fait, poser ses coronesses. Mais les gens, ils te veulent, ils t'adorent. Quand tu imposes qui tu es, ils t'adorent, ils te veulent. Enfin, je pense que, je sais pas, c'est un truc que toi, Oui. tu as Oui. peut-être compris. J'ai Et ça se compris trouve, tard aussi. c'est vrai que tu l'as compris tard. Moi, je l'ai compris tard. D'accord, parce qu'on a l'impression que, justement, toi, t'es né avec ça. C'est vrai que j'ai beaucoup de caractère.
Mais c'est vrai que je suis aussi très altruiste et c'est vrai que j'aime beaucoup tendre la main, j'aime beaucoup aider tout le monde et j'ai un peu ce syndrome j'ai eu un peu ce syndrome aussi du sauveur. Et puis en fait, pour moi, j'ai arrêté et j'ai appris à dire non aussi parce que ça me faisait il y a certaines circonstances ou certaines situations plutôt qui m'ont mis, moi, finalement, en porte-à-faux. J'étais mal avec moi-même. Et à ce moment-là, la boule que j'avais en moi, elle était là. Et je dis, bah, en fait, il faut juste dire un non. Et en fait, je pensais que c'était de dire non qui allait me mettre mal avant ça. Et en fait, effectivement, je trouve que c'est libérateur. Ah ouais, carrément, parce que tu étais pas assez aligné avec tes décisions, en fait. C'est exactement Ouais, ça. ouais, Tu évoquais aussi d'autres situations où tu as dit non, ouais, des situations qui ont touché à ton corps de femme. voilà, Est-ce que tu peux nous raconter ça? bien sûr. Tu sais, donc on m'a diagnostiqué un cancer du sein quand j'avais 32 ans et donc au début, bah, j'étais choquée, forcément. J'avais rencontré mon conjoint, Camille Lacour, ça faisait 1 an qu'on était ensemble à ce moment-là et donc moi j'avais, été consultée de base un gynécologue en ville, parce que, j'allais faire un examen gynécologique, hein. Mais il se trouve que quelque temps auparavant, j'avais senti une boule dans mon sein. Donc c'est si tu veux, donc c'est à lui que je demande de faire une palpation. Un médecin que je connais pas, mais qui me la propose pas spontanément. Et j'aime bien le dire tout le temps ça parce que un médecin, un gynécologue, il faut qu'il vous propose une palpation, les filles. Tout le temps, c'est obligatoire. Si lui, il vous le propose pas, qui va vous le proposer? Mm. C'est pas toujours facile pour un médecin de famille, même s'il est habilité, très habilité à le faire. Une sage-femme, on n'en rencontre pas tous les jours. Donc, je lui demande de faire la palpation. Il l'a fait, il sent pas, il sent rien. Donc, je me permets de prendre son doigt. Vraiment, je lui fais toucher. Il me dit oui, effectivement, il y a quelque chose. Donc on investigue un petit peu plus. Bon, finalement, voilà, bah, les résultats tombent après une mammographie et puis un prélèvement biopsique. Donc c'est chez lui que retournent les résultats. Donc en fait, j'avance avec ce médecin que je ne connais pas, que j'ai pas forcément choisi de base pour ça, mais comme je suis complètement atterrée, j'écoute les informations qui arrivent. Et donc, c'est vrai qu'il est très gentil. Après, c'est vrai que c'est un médecin qui est tout seul dans son cabinet en ville du 16e et enfin, c'est pas un médecin d'hôpital qui voit des cancers du sein tous les jours. Et, et de toute façon, je me sens pas en phase avec lui. Et ça, c'est hyper important hein, quand on confie son corps à la médecine, à quelqu'un qui va vous peut-être potentiellement vous sauver la vie. Voilà. Mais là encore, il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas, Mm. n'osent pas remettre en question le choix d'un médecin parce que c'est le médecin. Et moi, j'encourage toujours, mais si vous avez un problème de santé, mais allez demander plusieurs avis. Enfin, c'est votre vie, là. On parle même pas d'un job, on parle de ce que vous avez de plus cher, votre santé. Et ce médecin, en fait, il m'explique pas très bien. Donc, et en fait, lui, il veut conserver mes seins alors que on n'a pas trop compris ce que j'ai et faire un traitement en plus parce qu'il considère que comme je suis médecin, comme je suis mannequin, il faut mieux que je conserve l'intégrité de ma poitrine. En fait, il décide pour moi. Mais Ok, dans toute ok, sa, très bien. mais dans toute sa, je pense dans toute sa bienveillance, mais il Ouais. décide pour moi. Et en fait, la veille de l'opération, je lui avais demandé plusieurs fois qu'il me donne son devis. Et moi, enfin, Camille et moi, mon conjoint, à ce moment-là, on était dans une situation financière très, très compliquée. Tiens, un autre podcast qu'il faudrait que tu fasses avec lui d'ailleurs, parce que l'après-carrière des sportifs, qui n'est pas toujours très Ah, il y a facile. beaucoup de choses à dire là-dessus, Ouh là là tellement, là là, tellement, les tellement. arnaques, les arnaques. Ouais, ouais, Voilà. ouais. Donc nous, on s'est retrouvés dans une situation très très compliquée. Et donc forcément, bah, les gens pensent que quand t'es connu, t'es plein aux as, ce qui n'était pas du tout notre cas. Et donc il tardait à me donner son devis. J'avais envie de lui dire, mais attendez, là, c'est quand même. Ouais. Et donc il finit par me le donner et je lui dis, mais là c'est compliqué. Il m'a dit, mais attendez, madame, il s'agit pas de il s'agit pas de votre portefeuille, là, il s'agit de votre santé. Ah bah oui, ah bah. Alors je me sentais bête et pauvre en plus. Et donc j'ai dit, bah non, en fait, je vais pas me faire opérer par vous.
Et il m'a dit, mais vous êtes sûre? Mais là, genre la veille, j'ai annulé. Et tout le monde autour de moi m'a dit, mais Alice, qu'est-ce que tu fais? Mais j'ai dit, mais je peux pas, c'est 2500 € l'opération. À ce moment-là, je pouvais pas du tout. Ouais. En plus, j'en avais pas parlé encore à ma famille. Enfin, je me voyais pas du tout demander de l'argent. Et donc, je suis allée à l'hôpital, l'Institut Curie. Et là, j'ai rencontré une chirurgienne qui a été fantastique, pas parce que c'est une femme, mais simplement en tant qu'humain, c'était quelqu'un de fantastique et qui m'a expliqué un petit peu plus les options qui s'offraient à moi. Et effectivement, j'ai choisi une autre option. J'ai choisi de faire retirer l'intégralité de mon sein et de le reconstruire parce que c'était ce qui était le plus safe pour moi. Mhm. Ça te fait quoi dans ta tête à ce moment-là pour une femme qui a mis en avant son corps, qui prône la beauté. T'étais mannequin, tu l'es toujours. Oui. Oh, c'est pas ma première casquette. Hein. Vous regardez bien l'image sur YouTube. Non, c'est gentil. Mais est-ce que tu le fais pour ta santé? Mais bien sûr. Non, mais ta question, elle est... tu vois, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, j'anime une émission de beauté en santé sur une chaîne de santé. C'est parce que ça m'a complètement bouleversée dans mon rapport à moi-même et aux autres. Déjà, la première sanction que j'ai subie, c'est les stéréotypes que j'ai véhiculés et que j'ai imposés aux autres femmes. C'est-à-dire que moi, j'étais la meuf bombe atomique sur la plage, voilà, les problèmes des autres. J'étais le centre de mon monde, tu vois. Et en fait, une fois que je me suis sentie touchée dans ma féminité, j'ai pas retrouvé ma place au début. Et pourquoi? Parce que c'était aussi de ma faute. Et je m'en suis rendu compte à ce moment-là. Donc j'avais envie de faire amende honorable, je savais pas comment le faire. Donc c'est pour ça que j'en ai parlé sur les réseaux sociaux, parce que c'était trop difficile de porter ce silence sur mes épaules au niveau du travail, au niveau de ma famille, de la famille de mon conjoint. Donc en fait, j'ai tout balancé comme si, allez, j'ai balancé la patate chaude. Et ouais, c'est ça. Et, et après, ça a été pas facile de se faire intégrer de nouveau, de retrouver une place dans le milieu de la mode, parce que au début, tu sais, tant que tu es encore dedans, c'est pas très instagrammable. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. C'est plus facile de raconter les histoires une fois qu'on a un petit peu reconstruit. Quand on est dedans, il y a personne qui vous tend la main en vrai. Hein. Donc oui, le travail, il faut le faire. Ouais. Tu vois, j'ai quand même, je sais pas si j'ai le droit de citer les marques, mais j'ai fait, aucun souci. Oui, il y a pas de souci. J'ai fait une très belle campagne post-mastectomie avec Etam l'année dernière. Et franchement, j'ai salué vraiment le geste de la part de la marque parce que tout le monde s'en fiche en fait des femmes. Et pourtant, on est 1 sur 8 à subir les effets du cancer du sein sur notre corps. Et que de faire une campagne nationale, j'ai eu l'impression d'arriver quand même à un aboutissement. Pas pour moi, mais pour la place que ça prend, pour les autres femmes. Tu vois. Est-ce que ça a veillé en toi le fait de faire une reconstruction, que ce soit donc mammaire, donc physique, est-ce que ça a aussi éveillé en toi une nouvelle Alice ou un peu une renaissance, tu vois ce que je veux dire, à travers cette reconstruction, que ce soit mentalement ou ouais, au fin fond de toi, quoi. Bien sûr. Bien sûr. Et en fait, déjà, j'ai dû me déplacer mon centre, hein, parce que moi, je partais de vraiment la mannequin lingerie qui se retrouve avec plus de sein, tu vois. Donc, forcément, ça m'a choquée. Et en fait, moi, je me suis reconstruite dans les yeux de mon mari. Ça a été mon premier miroir. Mon émission, elle s'appelle De l'autre côté du miroir, mais je lui dois tout à mon mari. Je l'appelle mon mari, c'est même pas mon mari, c'est mon paxé. Vous avez reçu un nouveau message, Camille. Oui, parce que de tous les naïrs, t'as réussi à le prononcer, mais c'est un peu dur quand même. Hein. La course, c'est quand même plus simple. Ouais, c'est mieux, c'est mieux. Mais bon, non, c'est vrai qu'il a été fantastique. C'est pour ça que j'ai écrit un livre qui s'appelle Guéri par ton amour. Parce que il m'a guéri de toutes les façons possibles de la femme que j'étais. Moi, j'avais extrêmement peur en perdant
mes attributs féminins, mon sex appeal, de le perdre lui, parce que déjà j'avais plus peur de le perdre lui que de mourir, et parce que c'était mon monde. Ça faisait 1 an qu'on était ensemble. À ce moment-là, on voulait faire un bébé. La vie, elle est trop injuste. Et, et en fait, lui, mais il m'a fait voir en moi tout ce que je voyais pas. Il m'a dit, mais Alice, mais t'es tellement plus que ça. T'es pas décente, t'es autre chose. Et moi, et vraiment, il a eu les mots qu'il fallait. Et ça paraît peut-être bête, hein, ça paraît peut-être bateau de dire à quelqu'un, peu importe, si un jour t'as même plus de cheveux ou que t'as plus de seins ou quoi, bah, je t'aimerai toujours. Oh, et je te trouverai toujours belle. Ça paraît simple à dire, hein, mais moi, c'est bon. Après ça, j'avais plus peur parce que je me disais, bon, bah, je vais me remettre. Après, maintenant, faut vivre, faut guérir. Et j'ai eu cette chance en plus de guérir, alors, tu vois. Comment on fait pour... Parce que là, tu l'as fait, tu dis en partie grâce à Camille. Le chemin, il n'était pas linéaire. Il y a eu plein de choses. Il y a eu des décisions aussi prises sur ton corps par rapport à ton fils. Toutes ces choses. Comment on fait pour rester dans ces situations assez lucides pour se dire, allez, on avance? Comment on fait pour se battre? Et ben, c'est vrai que s'il y avait un mode d'emploi, ce serait chouette. C'est vrai que moi, j'avais quand même justement cet objectif d'être avec Camille et qu'on surmonte ça ensemble. Et on y est arrivé. C'est quelque chose qui nous a rapprochés, qui nous a soudés, plus que l'inverse, en fait, parce que des épreuves terribles, elles te font voir la vérité crue. Hein. Donc, soit ça te sépare, soit ça te soude. Et nous, ça a été le cas. C'était plus difficile après, bizarrement. Et c'est normal, parce qu'il y a une période dont on ne parle pas, c'est l'après-cancer. Le cancer, déjà, le mot fait très, très peur. Donc, on sue tout ce qu'on peut et puis on s'accroche à l'objectif de l'arrivée, hein, comme au marathon. Et en fait, quand on passe la ligne d'arrivée, on l'a tellement attendue, cette ligne d'arrivée, qu'il y a une désillusion. C'est ça qui est terrible. Et à aucun moment, en fait, on peut s'y attendre. Parce qu'on s'accroche, et quand on y est, il faut se reconstruire. Et on se rend compte que on pensait retrouver sa vie d'avant, il n'y a plus la vie d'avant. Ça n'existe pas. On reprend les morceaux de soi et on les recolle, mais dans un sens différent. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est partagé par toutes les personnes qui traversent ces épreuves-là. Et c'est pour ça qu'il faut être hyper, hyper vigilant. De se réjouir, par exemple, le mot rémission, c'est pas un mot qui est très joli. C'est bien, c'est positif, parce qu'il faut être en rémission. Mais ça ne veut pas dire qu'on est guéri. Ça veut dire qu'on attend de savoir si on ne va pas retomber malade. Et souvent, on sort la bouteille de champagne, génial. Et en fait, c'est vraiment effrayant pour les personnes qui arrivent à la rémission. Et nous, avec Camille, on s'est retrouvés sur un fauteuil de psy, en fait, hein, Oui. parce qu'on ne comprenait pas ce qui se passait. D'un coup, on avait réussi à traverser cette époque-là ensemble, fort. Et après, il y a tout qui s'est effondré. Et parce qu'on n'avait pas compris. Et on a réussi à comprendre, on a mis beaucoup de temps, on s'est reconstruit là-dessus. Et voilà. Mais c'est vrai que la force de traverser tout ça, c'est pas quelque chose de linéaire, quoi. Mais avant que tu ouvres le micro, tu as dit que tu avais de la chance d'être bien entourée dans la vie. Bah ça, c'est une des premières choses, quoi. Être bien entourée, c'est décisif. Parfois, on fait les choses pour soi, mais avec les autres. C'est important aussi de... C'est à la fois important d'être entouré et puis aussi de parfois aussi faire le tri dans son entourage. Ah bah oui. Oui, puis des épreuves comme ça fait le tri, hein. Ouais. Ah ouais, tu... Ah bah oui, oui, forcément. Ah bah c'est sûr mais c'est incroyable, hein. Et quand tu poses la question à des personnes qui vivent des épreuves comme celle-ci, tu sais, que ce soit un cancer ou même des accidents de la vie, hein, ou des maladies que beaucoup de gens que tu as peut-être dû recevoir, c'est fou, les gens, des personnes qui étaient essentielles à ta vie, eh ben, elles doivent en sortir. Et il y a des personnes qui arrivent dans ta vie comme ça,
Et tu sais pas pourquoi, elles prennent toute la place d'un coup parce elles arrivent à te faire du bien là exactement où tu en as besoin à ce moment-là, quoi. C'est toi Ouais. peut-être que ça t'est arrivé. Oui, bien sûr. Non, c'est sûr, ça m'est arrivé et je pense que moi, avec la petite notoriété que j'ai, déjà, je l'ai vu, j'ai eu l'impact. J'ai perdu ma sœur il y a 5 ans, un peu plus de 5 ans Ouais. Je suis désolée, je savais pas. et oui, en fait, elle a mis fin à ses jours D'accord. et ça a fait le tri. Ah oui. Ça a fait le tri. De manière très naturelle. Et en même temps, tu vois, donc elle est décédée quand j'ai apparu à la télé. Et en fait, les gens, au lieu de comprendre qu'en fait, je voulais rester un peu dans ma bulle pour faire mon deuil et être proche de mes parents et de tout porter sur mes épaules, deuil que j'ai payé il y a 1 an. Voilà, un D'accord. petit retour de... Parce que petit burn-out, petit. Voilà, Ah petit oui, bah burn-out, et puis voilà. d'un coup, remontée de deuil. Voilà, d'un coup. Voilà. Et en fait, je me suis pris des messages non sollicités. Elle a pris la grosse tête, machin et tout. Non, en fait, j'ai juste perdu ma petite sœur, en Ouais. fait. Et c'est des choses de la vie où on se dit, ouais, en fait, les gens vont être soudés, vont être forts et tout. Et en fait, non. Donc, c'est vrai qu'on ne fait pas les choses pour les autres, pour le regard des autres, mais on le fait pour soi avant tout, mais avec les bonnes personnes dans son entourage. Et c'est hyper important de le souligner. J'aimerais revenir à ton rapport au mouvement. Mhm. Tu disais qu'à l'époque où tu étais dans le mannequinat, tu avais une relation à la course à pied qui était là pour c'était un peu un défouloir, et puis il y a eu un peu cette relation un peu toxique de je cours pour être plus mince, et puis en fait j'avais plus faim, donc du coup voilà, les TCA. Aujourd'hui, déjà, est-ce que le sport t'a accompagné dans les différents défis de ta vie, et est-ce que le sport a une place aujourd'hui dans ta... Est-ce... 1, 2, 3. Est-ce que le sport a une place aujourd'hui dans ta vie? Oui, bah, le sport, il a une place qui est assez centrale, hein, quand même. Même si maintenant j'ai quand même un enfant qui a un petit peu tout déplacé. Mais oui, ça fait partie de mon équilibre, tu vois. Avec Camille, on a acheté une maison à Marseille. On l'a choisie en fonction de plein de paramètres, mais il y avait un des paramètres principaux, c'était où est-ce qu'on court, tu vois. D'ailleurs, tu vois, pendant ma convalescence, où je pouvais pas aller courir, Camille, lui, préparait un Ironman à ce moment-là parce qu'il était dans sa post-carrière et donc il voulait trouver d'autres sports que la natation pure. Et tu vois, pendant 6 mois, il est allé tout le temps courir avec la poussette de course et Marius dedans pour que je puisse me reposer, quoi. Parce que mes opérations se sont faites en plusieurs fois, avant et après la naissance de mon fils. Oui. Et nous, c'est vraiment un équilibre aussi familial parce que le premier jour où on a réussi à aller courir avec... donc moi, je tenais le chien en laisse, Camille poussait la poussette de course et il y avait sa fille Jazz qui était en vélo à côté. La première fois qu'on a réussi à faire ce convoi-là, pour nous, c'était un accomplissement. Parce que franchement, on était mais heureux d'avoir réussi à faire ça, quoi, tu vois. Et, et c'est vrai que tu sais, tu as malheureusement fait un burn-out il y a plusieurs années. Franchement, j'en suis navrée. J'ai fait un burn-out aussi il y a quelques années qui n'était pas du tout lié à mon travail. C'était lié à un déménagement, en fait. Tu vois, comme quoi, des fois, bon, on n'est pas si solide qu'on pense. Et aussi le fait que bah, j'avais pas réussi à inclure dans ma vie correctement la course à pied. Et je Inclure pense, correctement, c'est-à-dire par la pratique ou par la relation que tu avais avec la course à pied? eh ben, en fait, j'avais pas d'endroit pour courir. L'endroit Ok. où j'avais aménagé, j'avais pas. Je m'étais dit, bah, de toute façon, on peut courir partout. Bah non, parce que j'habitais dans le Bronx, dans le Bronx à New York. Et en fait, bah, je pouvais pas aller courir. Donc c'était trop compliqué par rapport à mon emploi du temps et tout. Et, euh, et en fait, de faire un sacrifice sur la course, ça m'a amené à un burn-out. Mm. C'est fou quand même, tu vois. Et donc, bah, je savais, depuis plusieurs années, je sais que la course, c'est un besoin physique, parce que déjà, j'aime pouvoir m'entretenir physiquement, un besoin psychique, énormément. C'est comme, je ne sais pas pour toi, mais moi, quand je cours, j'ai les meilleures idées qui me viennent. C'est comme une méditation en pleine conscience.
Je partage ça à 100%. Voilà, tu vois, Dès que j'ai un projet ou quoi, je sais pas, ça charbonne trop, hop là, juste tu prends tes baskets et c'est comme ça que ça vient tout seul, quoi. voilà. C'est exactement ça, parce que je trouve que le fait de se mettre en mouvement, et ben, ça cadre les idées, en fait. Moi, ça me permet de m'organiser dans ma tête et tu vois, quand j'étais malade et que je pouvais pas bouger parce que, bah, il fallait vraiment pas, à cause, des opérations, reconstructions et tout, faut être hyper sérieux pour la cicatrisation. Bah, le fait d'être immobile, oh, mon cerveau, il partait dans tous les sens et ça fait peur l'immobilité, tu vois? Parce que l'immobilité, c'est la mort, hein. Mmh. Et donc j'avais qu'une hâte, c'était de retourner courir, en fait, pour réorganiser mon esprit. Tu sais, que l'huile s'apaise et que, en fait, il se remette dans la bonne marche, en fait. Donc le sport, ça a toute cette place-là dans ma vie, quoi. Est-ce que tu te lances des défis, aujourd'hui enfin, quand je dis aujourd'hui ou il me semble que je t'ai vu sur le marathon pour tous. Ouais, Ouais. ouais, Depuis, est-ce que tu as refait des petites courses? Enfin, des petites courses, je répète, on parle quand même du marathon, hein, voilà. oui. Est-ce que tu cours, donc maintenant tu cours pour le plaisir? Tu te lances des petits défis quand même, seule, à 2, Mmh. c'est quoi un petit peu les Alors, bah, avec Camille, on a fait le marathon de New York, qui était un rêve, franchement, c'était mon rêve depuis mes 12 ans de le faire et c'était extraordinaire. Disons que là, tu vois, je vais avoir 39 ans cette année. Je peux plus courir comme quand j'avais 20 ans et là, je commence vraiment à me rendre compte, surtout depuis le marathon, notamment parce que j'ai eu 3 mois après le marathon où j'ai eu faim. Mais Ouais. ça te fait ça ou pas? Non, mais c'est horrible, tu vois? Tu as tout le temps faim, c'est pas possible, quoi. Et donc je pense que là, j'en ai parlé à Camille il y a pas longtemps, où je lui ai dit, «Là, maintenant, il faut que j'arrête de trop sortir de ma zone de confort parce que, je suis trop fatiguée, je mets trop de temps à m'en remettre, j'ai faim et je sais que jamais je retomberai dans les TCA, Mmh. mais j'ai pas non plus envie de solliciter ça, quoi». Et donc là, on prépare, l'UTMB, du Ventoux. Oui. Je crois que c'est dans un mois, un truc comme ça, mais le petit, hein, nous on fait OK. le 26 kilomètres. Déjà, on est raisonnable. C'est quand même 26 kilomètres de trail dans le Ventoux, je connais très bien le parcours. Tu l'as fait? Je l'ai fait en off, ouais. Voilà. Ouais. Donc Donc ça va être dur? c'est exigeant. Voilà, exactement. Donc voilà, peut-être plus, se faire du trail. En tout cas, je trouve que c'est quand même Mmh. la nature, tu t'arrêtes quand tu veux. Le trail, tu t'en fous. Au marathon, il y a tout le monde qui te roule dessus si tu t'arrêtes, voilà, un peu plus soft. Tu as choisi la course à pied, mais ça t'est jamais, venu à l'idée peut-être d'essayer un sport, plus doux? Bah, effectivement, tu vois, il y a tout le monde qui veut me mettre, au yoga. Oui. Moi, j'y arrive pas du tout. Ah Regarde, c'est c'est non, ah non, d'accord. mais franchement, puis, tu C'est pas assez, ça te dépense pas assez, ça te libère pas assez la tête, je comprends pas. ou juste tu pas souple ou Bah, peut-être c'est non, peut-être mais un truc, possible. totalement, Non, mais je ne comprends pas et en OK. fait, à chaque fois que je dis ça, tu vois, une prof de yoga ou une meuf qui fait trop bien du yoga me dit: «Ah mais j'adore quand on me dit ça parce que t'inquiète, moi je vais te faire kiffer» et en fait, je fais une séance et je comprends toujours pas et le lendemain, je me réveille, j'ai 5 jours de courbatures. Mmh. Non, j'y arrive pas. Effectivement, je me dis: «Il faudrait que je passe à un nouveau sport quand même» et parce qu'on peut pas faire que de la course, mais j'ai pas encore trouvé. Si tu as un conseil, je suis Je preneuse. non, j'ai pas de moi, je suis un peu touche à tout. En Ouais. fait, ce qui me motive, j'y vais, du moment pareil où on bouge. Yoga, j'ai vraiment jamais accroché, mais je pense à un rapprochement parce que c'est vrai on a des conjoints, bah, voilà, qui ont une grosse notoriété. Moi, mais Mathieu, c'est Mathieu qui m'a mis au trail. Je l'ai rencontré un peu, je l'ai revu, on va dire, au moment où voilà, ma sœur est partie, donc il y a plein de choses qui sont liées. Et moi, je retrouve un peu mon refuge, dans l'eau, D'accord. en nageant. Et c'est vrai que le fait, tu sais, en fonction de mon cycle, le fait de me sentir des fois un peu gonflée, un peu enflammée et tout, le fait de me sentir portée, bah, juste je me sens bien. Enfin, je barbote, hein, voilà, je nage comme ça. Donc je me suis dit, ouais, t'as jamais eu cette envie ou après, je connais pas un peu la relation encore, que j'ai vraiment hâte d'accueillir Camille et la relation qu'il a maintenant avec l'eau. Mais ça t'a jamais tenté d'aller nager
Alors, moi, je pense que, tu vois, il y a des corps qui sont faits pour l'eau et d'autres pas. Moi, je suis une pierre, Très bien. clairement, mais vraiment, hein. Ok. J'adore la sensation de l'eau, mais déjà, j'ai peur de l'eau, je sais pas nager, donc mmh, j'adore, être dans mon bain, quoi, voilà. Et par contre, c'est vrai que quand, je dis qu'il y a des corps qui sont faits pour l'eau parce que clairement, Camille, c'est hyper impressionnant quand il est dans l'eau, c'est une anguille, tu vois? Et et Ouais. sa fille, Jazz, donc aujourd'hui qui a 13 ans, mais la première fois que je l'ai vue dans l'eau, bah, elle avait, 6 ans et elle, c'est un bouchon. Genre, elle a même pas besoin de bouger, elle reste, elle flotte déjà. Juste ça, déjà, je me dis: «C'est fou qu'on a on n'est pas du tout foutus pareil» et heu et elle, elle a la facilité de son père dans l'eau. Dommage, elle aime pas elle aime pas nager, donc tant pis pour elle. Mais il y a des corps, je trouve qu'il y a Mm. des corps qui sont faits pour et moi, j'ai pas celui-là. Selon toi, est-ce que le sport, ça peut être, peu importe le sport qu'on choisit, ça peut être considéré comme une thérapie? Bah, bien sûr. Déjà, tu sais, ta question, elle est hyper intéressante parce que, heu, le sport, médicalement parlant, aujourd'hui, on parle vraiment de thérapie et pas que de thérapie, dans la tête, Mm. quoi. Aujourd'hui, en France, on voit fleurir beaucoup, d'essais thérapeutiques, de soins de support, qui s'inscrivent dans le sport, par rapport justement au fait d'avoir eu un cancer ou de vivre un cancer. Il y a plusieurs années, les recommandations qui étaient faites, par les médecins, c'était, «Bon, bah, vous avez un cancer, vous êtes en traitement, restez chez vous, vous bougez pas», hein. On était vraiment dans le schéma, stéréotype, du patient alité parce que, bah, le cancer, tu mourais ou tu survivais, hein, mais il y avait pas trop d'entre-deux, Oui. quoi. Donc il fallait mettre toutes les chances de son côté. Mais aujourd'hui, avec, l'évolution des traitements, des thérapies, bah, on survit et même enfin, on vit et même il y a des personnes, qui survivent dans le sens où elles entendront jamais, qu'elles sont guéries, mais elles vivent avec leur cancer et pendant très, très longtemps. Et donc ces personnes-là, bah, on va pas leur dire: «Bah, non, non, faut surtout pas bouger» parce que, déjà se démobiliser, ça veut dire, avoir une perte, une fonte des muscles Mm. et donc après la rééducation derrière, c'est très difficile, surtout quand on a eu le corps très abîmé par des traitements ou des opérations. Et puis la réhabilitation à la vie, en fait. Parce que quand on a passé trop de temps chez soi, et que, bah, on n'est plus allé au travail et en fait on sort du système et c'est très dur d'y revenir et aujourd'hui et ben, maintenant ça y est, il y a beaucoup d'études qui sont faites, des recommandations des médecins. Ils nous disent pas d'aller courir un marathon, hein, bien sûr, mais faites de l'exercice et ça c'est pépite et il faut l'entendre, il faut le dire, parce que, il y a beaucoup de personnes qui se disent: «Bah, tiens, bah, mince, enfin, malheureusement, on leur a diagnostiqué des maladies, elles s'imaginent qu'elles vont devoir rester chez elles, mais non, en fait, il y a plein de possibilités qui existent». Mmh. Euh, je commence à trouver ma conclusion et je me dis que est-ce que bon, il y a un vrai lien avec le fait que tu dises non. Déjà, j'aimerais savoir si encore aujourd'hui tu apprends non, tu n'apprends plus, mais est-ce qu'aujourd'hui tu sais dire non pour toi? Et est-ce que finalement, c'est vrai qu'il y a le sport dans le mouvement, mais il y a aussi le mouvement de nous qui avançons en tant que personne. Est-ce que finalement, dire non, c'est pas aussi avancer? Bien sûr. Tu vois, regarde, on en revient, au Ouais, début. Quand je c'est te ça. disais aujourd'hui, je dis non, au sport intensif, je peux plus Ouais. parce que je suis trop fatiguée, et en fait, je trouve mes propres limites, tu vois? Et d'ailleurs, j'ai même réussi à convaincre, mon cher et tendre de lui aussi, ralentir, parce que, il y a non, il va m'en vouloir de le raconter, mais il y a quelques jours, il a donné, 3 coups de pioche dans le jardin, il s'est évanoui et Oh mince. et non, mais on en rigole depuis parce que sur le coup, c'était pas Bah drôle, ouais, non, j'imagine. mais bon, en même temps, il fait 2 mètres et il travaillait avec une pioche, grande comme ça et Ouais. donc il a eu un coup de baisse de tension en se relevant et je lui dis: «Bah, mon amour aussi, c'est parce que toi, tu as toujours tes limites de sportif de haut niveau. Peut-être qu'à un moment donné aussi, il faut les revoir» et c'est vrai et donc effectivement, tu vois, je continue, beaucoup à dire non, mais à dire beaucoup oui aussi, des grands oui, tu Mm. vois? Comme ton invitation généreuse, mais grand oui d'amour. Ça nous empêche pas d'être positif, en fait. Exactement.
C'est exactement ça. C'est ça qui est beau. On arrive à la fin de cet épisode et je vais te poser la question que je pose à tous mes invités. La première, c'est qu'est-ce que tu aurais aimé entendre dans tes moments de doute, dans un moment de bascule particulier? Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu ne veux plus entendre? Ah! Dis donc, vous avez 10 minutes devant vous, parce qu'il faut que je réfléchisse. Non, non, il n'y a pas de souci. Non, tu peux Ouais, réfléchir. On n'est pas en oui. direct, tu peux réfléchir. Alors, qu'est-ce que j'aurais aimé entendre? Mmh. Heu, bah, c'est pas, ce que je vais plutôt dire, pas ce que j'ai aimé ce que j'aurais aimé entendre, mais ce que j'ai vraiment aimé entendre. Bien sûr. Hem, j'ai aimé entendre, autour de moi, toutes ces personnes, comme je disais, qui m'ont montré, en fait, ma valeur vraiment, heu, intérieure. Ça paraît simple, j'ai l'impression de dire que l'eau ça mouille quand je dis que les gens, ils m'ont dit: «Mais Alice, tu tellement plus forte qu'un cancer». C'est des phrases bateau, hein, mais il faut les entendre, hein. Et c'est vrai que les personnes qui nous accompagnent dans ces moments-là, malheureusement, parfois, elles peuvent plus dire des choses qui blessent que des choses qui rassurent, parce que c'est difficile de s'exprimer, quand on est accompagnant, c'est difficile, hein, de trouver les mots. Mais c'est vrai que de parler de mes ressources intérieures, de ce que je vaux réellement, ça m'a permis vraiment de me recentrer, sur moi. Ça, c'est vraiment les mots que j'ai aimé entendre. Et les mots que je ne veux plus entendre, par rapport, au physique des femmes, c'est vrai, hein, il y a une pression qui est énorme sur le physique des femmes, tout le temps, «Mais t'inquiète, c'est pas grave, les cheveux ça repousse». Moi, j'ai pas eu à perdre les miens, tant mieux, mais «Beh, t'inquiète, les seins c'est pas grave». Oui, mais en fait, c'est pas qu'une question de ça, et encore une fois, on en revient à ce qu'on est, c'est l'estime de soi. Et ça, c'est pas entendable, en fait. Des fois, quand on sait pas trop quoi dire, vaut mieux, se concentrer, à écouter et à parler, en fait, des belles ressources intérieures de la personne. Ça, je pense que c'est le plus important. Merci beaucoup pour tous ces conseils bienveillants. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, Alice. Ça me touche énormément. Merci à toutes les auditrices, toujours vous en premier, et les auditeurs du podcast. J'aimerais aussi remercier la production Saliente de Rhodes d'avoir pu rendre possible ce projet. Encore une fois, merci. Merci infiniment à toi. Et on aura d'autres, je pense, dynamiques à explorer ensemble. Bah, bien sûr, avec grand plaisir. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.